Bonsoir. Sa discrétion, voire son effacement, sont d'une résonance parfois étonnante sur la scène camerounaise. Sa disponibilité et son sens de la rigueur ont fini par en faire une manière de repoussoir sur une scène politique camerounaise, une scène politique tout à fait africaine finalement, où les attributs, les titres et les attributions font si souvent l'objet de tant de marchandage, tant de manipulation, voire d'instrumentalisation. Au commis de l'État, il a été coulé dans le moule de la présidence de la République 12 ans durant, avant d'être nommé, il y a un an, secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il ne laisse pas d'être universitaire, c'est son territoire premier, puisqu'il continue d'assumer ses fonctions et ses occupations de chargé de cours à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où il enseigne les relations internationales et la politique internationale. Emmanuel Bonyou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, dont le propos public est si rare en dehors des amphithéâtres. Pourquoi avez-vous choisi d'être si peu aguiché par les médias? C'est d'abord une attitude personnelle et puis je crois que c'est certainement par devoir de réserve. Étant à peine rentré d'Europe, je me suis retrouvé à la présidence publique pendant 12 ans. Et donc je me suis fait, personne ne m'a demandé, mais je crois que je me devais de ne pas apparaître dans les médias et de confier toute ma science et toute ma connaissance au service de l'État. C'est une chance, c'était une chance pour moi. Parce que quand on est à l'école en sciences politiques, on rêve de servir dans les cabinets. Et à peine suis-je rentré au Cameroun que je me suis retrouvé au cabinet. Donc je me suis fait un devoir de ne pas parler à la presse, même si je côtoie la presse, même par mes activités, même quand j'étais au palais. Même ayant été nommé comme secrétaire général du MINSEP, vous avez eu très peu de propos publics, y compris quand vous étiez chargé de mission, quand vous accompagnez les Lions Indomptables et d'autres athlètes encore. Oui, je n'ai pas manqué de sollicitations. Je crois que j'ai eu beaucoup de demandes d'interviews, mais je me suis dit, je leur ai dit d'ailleurs, dès le premier jour où on m'a nommé, je leur avais dit que je m'exprimerais un an après, le temps de mieux comprendre ce que je suis venu faire au ministère des Sports, de mieux comprendre le ministère, et qu'au moins là j'avais un devoir de réserve, certes, mais sur les dossiers que je traite, mais je crois quand même que j'avais ma liberté de parole désormais, comme un Camerounais normal, j'étais moins astreint que quand j'étais au palais, mais je me suis dit, je parlerai un an après, il se trouve que ça fait un an à peu près. Et j'ai eu la chance de vous solliciter. Il est vrai que cette sollicitation court depuis de longs mois déjà. Tout à fait. J'avais dit qu'il fallait attendre un an. Je crois que un an coïncidait aussi avec... je viens d'avoir 50 ans. J'étais très content d'avoir ce demi-siècle. Et je me suis dit que j'ai quand même fait beaucoup de choses. Peut-être qu'il est temps que je puisse m'exprimer sur un certain nombre de choses, donner mon point de vue en tant que citoyen normal, sans enfreindre... à quelques règles déontologiques en vigueur. Observateur assidu des mutations politiques, sociopolitiques africaines, camerounaises partant, vous avez lancé en 1990, 91 déjà, notamment en 1990, la revue Afrique 2000, qui est une revue africaine de politique internationale. Vous avez accueilli un certain nombre de plumes parmi les plus prestigieuses. J'ai cité le professeur Joseph-Marie Bipoungoum, j'ai cité Célestin Monga, Achille Mbembe, quelquefois aussi, quelques économistes, Albert Bourgi, que vous avez reçu, Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OEA et qui était professeur invité à la Sorbonne. Et finalement, où est passée la revue? Parce qu'on se dit qu'elle portait en elle-même, de par sa dénomination, son horizon et son espérance de vie. Disons que la revue, d'abord, c'est une revue créée par Edem Kodjo, il faut le dire, ancien secrétaire général de l'OEA, qui a été mon professeur à Paris 1, quand j'étais en 2SS Coopération et Développement en 1989, je crois. Et parmi ses étudiants, il m'avait un soir appelé me demandant qu'il trouvait que j'avais un comportement différent de mes camarades et qu'il souhaitait que je sois son assistant et que je puisse l'aider à créer la revue. Ainsi donc, nous avons créé cette revue à Paris en 1990. Monsieur Atoulse Bobli, très connu de Jeune Afrique, grand historien dont je salue la mémoire. Pour moi, ça a été un grand frère qui m'a beaucoup appris. Et Edem Kodjo, moi j'étais le plus jeune des trois. Nous avons ensemble lancé cette revue. J'étais la cheville ouvrière, j'en suis devenu le rédacteur en chef pendant des années. Et cette revue, en fait, répondait à un vent d'afro-pessimisme très violent à l'époque en France et en Occident par rapport à l'Afrique. Nous avons pensé qu'il fallait une pensée authentiquement africaine pour donner un point de vue différent et positif, pour montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement les catastrophes, la famine, le deuil. Je pense que notre mission a réussi. Parce que sur la place de Paris et sur la place africaine,
tous les amis de l'Afrique, occidentaux ou africains, vous avez cité les professeurs, professeur Pondi, professeur Mouelet, professeur Yono, ils sont nombreux. Il n'y a pas un seul grand professeur ici. Beaucoup d'entre eux, professeur Sindjoun, beaucoup d'entre eux ont même gagné leur galon de professeur plein aujourd'hui en publiant dans la revue que je dirigeais alors quand j'étais en France. Alors vous n'avez pas répondu, où est-ce qu'elle est passée? Bon, évidemment, les fondateurs sont rentrés, chacun chez lui. Edem est rentré, il a été Premier ministre deux fois au Togo. On l'a accompagné sur ce chemin-là parce qu'il a été longtemps en exil en France, il a été enseignant et on l'a aidé à revenir au Togo. Il est comme Premier ministre. Après, Atoulse est rentré comme ministre de la Culture dans son gouvernement. Moi aussi, j'ai décidé de rentrer parce qu'en fait, cette revue-là nous permettait de garder un lien avec l'Afrique parce que nous sommes très attachés à l'Afrique. Malgré mes plus de 16 ans passés en Occident, j'avais décidé volontairement aussi, après mes grands frères, de rentrer au Cameroun et de venir servir mon pays. Et finalement, la revue qui reposait un peu sur moi vers la fin, elle s'est arrêtée. C'est vrai qu'on a eu plusieurs fois envie de la reprendre, même à partir du Cameroun. On a failli même une fois l'adosser à l'IRIC avec le professeur Pondi quand il était directeur. Mais j'espère qu'elle renaîtra. C'était une très bonne revue. On y a eu beaucoup d'écrits positifs sur l'Afrique. Et elle a marqué une génération pendant les 10 années qui vont de 1990 à presque 2000. Alors, M. Edem Kodjo écrivait dès le premier numéro dans l'éditorial qui fixait un peu le cap, il disait qu'il s'agissait de relever le défi de mettre au clair la positivité africaine à travers l'histoire, mais en ne cachant rien des énormes difficultés auxquelles notre continent est aujourd'hui confronté. Quelle est la résonance rétrospective que vous avez de cette perception qu'il avait? Il avait vu juste. Je crois que ce qu'on reproche souvent à nous, Africains, c'est être excessif dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que où on est assez laudateur, où on est assez critique, cet équilibre-là, pour voir la vérité en face, n'est pas très très fréquent chez les Africains. Et notre revue se faisait un devoir de transmettre l'image vraie de l'Afrique. On y donnait la parole aux amis de l'Afrique, ceux qui ne voient pas que l'Afrique dans un sens négatif. Et je pense que ça a permis à beaucoup de gens de voir. Je me souviens que beaucoup de grandes revues panafricaines, ou bien africanistes, appelons-les comme ça, ont voulu même s'associer à nous pour nous phagocyter parce qu'ils ont eu peur de voir cette pensée authentiquement africaine et voir qu'il y a quand même des penseurs africains. Et d'ailleurs, dans cette revue-là, à chaque numéro, nous faisions un portrait d'une personnalité africaine marquante. On y a parlé de Modibo Keïta, de Lumumba, etc. C'était en fait pour montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement l'image négative qui était alors projetée à l'époque. D'ailleurs, ça montre la continuité avec l'article que j'ai fait dans un numéro récent sur l'afro-pessimisme. Parce que je pense que l'image de l'Afrique, le vrai défi, le vrai problème de l'Afrique, c'est son image. L'image est négative. Elle vient de l'histoire de l'Afrique. Elle vient aussi du fait que beaucoup de gens, en fait, finalement, continuent à penser. On a vu que même le président Sarkozy, récemment, disait que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. Ça veut dire que il y a encore, discours de Dakar. Voilà, il y a encore beaucoup de clichés et d'idées reçues sur l'Afrique. Pour nous, c'était une revue de combat pour montrer qu'il y a une autre Afrique, une Afrique positive, et que Edem Kodjo aimait d'ailleurs à dire que tous ces prophètes de malheur se sont trompés. Qui pouvait savoir, qui peut savoir aujourd'hui, qui pouvait prédire? D'abord, personne n'a prédit la chute de mur de Berlin. Personne n'a prédit la fin de l'URSS. Personne n'a prédit la montée en puissance de la Chine aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui nous voient comme ça. Et nous-mêmes, ce qui est grave, c'est que nous-mêmes, dans nos têtes en Afrique, nous ne croyons pas que nous pouvions nous en sortir. En fait, c'est ça le combat que nous menions dans cette revue-là, qui a marqué les générations d'Africains. Et moi, grâce à cette revue-là, j'ai pu faire le tour du monde. Edem Kodjo m'a fait confiance pour que je puisse aller faire des conférences partout, rencontrer les Africains et essayer de donner cette image positive que nous voyons à travers la personne. Lorsque moi j'ai vu Obama être président Barack Obama, je me suis dit que voilà quelqu'un qui a cru en lui, oubliant toutes sortes de préjugés, toutes sortes de handicaps. Puisque j'étais aux États-Unis avant son élection, j'y étais après son élection. Avant son élection, un mois avant, même les Africains américains ne croyaient pas à sa victoire. Et moi, je disais à ces personnes qu'il a fait le parcours normal pour être président. Nous verrons si les Américains sont racistes, parce qu'il a fait tout le parcours. Il a les diplômes, il a la compétence, il a la posture présidentielle. Il lui manque seulement le vote dans les urnes d'une majorité blanche. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, vous disiez tout à l'heure que le problème de l'Afrique, c'est son image. L'Afrique a mal à son image, mais l'Afrique a peut-être mal aussi aux acteurs
qui font son histoire. Et puisque votre revue s'est positionnée comme un laboratoire de cette histoire, de ces mutations, je voudrais qu'on revisite, peut-être pas spontanément comme ça, la décennie que vous avez couverte et puis les 2 décennies de cette démocratisation, parce que votre revue a quand même coïncidé avec ça. Est-ce qu'on voudrait d'abord voir les forces en présence? Il y a les acteurs qu'on peut considérer comme des acteurs endogènes, qu'ils soient des entrepreneurs politiques, des mouvements associatifs, la société civile, etc., etc. Je voudrais qu'on en reste à une formule qui a été une formule de la palabre africaine, la palabre politique africaine, à savoir les conférences nationales dont certaines étaient souveraines. Qu'est-ce que ces conférences, d'après vous, ont pu apporter par rapport à cette image de l'Afrique précisément, en rapport avec les modèles démocratiques qui étaient alors naissants sur le continent, mais qui étaient probablement en contraste avec les modèles d'ailleurs? Je pense que, comme je le dis souvent, parce que vous avez rappelé que je suis resté enseignant pendant toutes ces années de haut fonctionnaire, je rappelle toujours aux étudiants que j'enseigne à l'ENAM, à l'Université catholique et autres, pour leur dire que s'il y a des choses qui restent positives de l'Afrique des 50 dernières années et bien avant, c'est Mandela, mais c'est aussi les conférences nationales. C'est une création africaine. C'est vrai que la conférence nationale la plus achevée, c'est celle du Bénin. Les autres ont tâtonné. Non seulement elle a opéré comme une formidable catharsis collective, mais elle a ouvert la voie à l'alternance. Voilà, complètement, 2 fois. Aujourd'hui, le Bénin respire démocratiquement parce que le Bénin, qui était il y a 20 ans complètement un pays à terre, pour le dire ainsi, aujourd'hui est un pays qui respire démocratiquement. Et la conférence nationale a été un catalyseur essentiel. Alors qu'on a vu des conférences nationales ailleurs, on les a vues à RDC, ancien Zaïre, on les a vues au Congo-Brazza, au Gabon, on a vu au Congo-Brazza où les gens se sont lavés les mains officiellement, pensant et il y a une guerre civile après. Élection plus guerre civile. Voilà, donc c'est pour dire que ces conférences nationales ont été un grand moment politique. Certains ont négocié d'une manière ou d'une autre. Je pense que les oppositions africaines n'ont pas su négocier ce moment dans tous les pays africains. Certains ont su jouer. Je parle toujours du Bénin qui est un cas à part. Les autres, puisque finalement, ça n'a pas beaucoup changé dans beaucoup de ces pays qui ont fait des conférences nationales. Puisque le président gabonais est resté, après, il a réussi à reprendre la main. Parce que les oppositions n'étaient pas assez alertes. Je crois que pour faire la démocratie, il faut être 2. Et je crois que le pouvoir en place était beaucoup plus solide et avait beaucoup plus d'astuces et s'est remis progressivement en selle, alors que dans les années 90, beaucoup de régimes africains étaient un peu en difficulté. Alors le Cameroun, qui est votre pays, s'est soustrait à ce mouvement avec la formule présidentielle qui retentit encore de son écho plus ou moins réfractaire. Il disait, le président, bien la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Avec le recul, franchement, est-ce que vous vous sentez proche de ceux qui pensent qu'il avait fait montre d'une forme de sagesse politique, ou alors est-ce que vous vous dites, finalement, c'était une occasion manquée pour le Cameroun? On peut dire l'un ou l'autre, mais moi je préfère dire que le chef de l'État qui était en poste à ce moment a fait preuve de sagesse et d'habileté. Et il faut dire quelque chose qui est important, c'est que le Cameroun a une histoire particulière. Parce que souvent je dis aux gens qui en parlent de ces conférences nationales qui étaient sans objet, que le texte, les documents qu'on a vus à l'époque qui parlaient de cette conférence nationale, les gens y mettaient à l'ordre du jour des points qui étaient des points profondément litigieux. Et des points qu'on ne peut négocier, je pense, là je parle en tant que politologue, que quand on est en position de force. Comment voulez-vous qu'un régime se fasse harakiri si vous mettez des points qui posent encore problème? Il y a encore beaucoup de points sur le plan historique au Cameroun qui ne sont pas encore des points consensuels par rapport à notre histoire d'avant l'indépendance, etc. Et ces points-là étaient des points très importants inscrits à l'ordre du jour. Dans les pays où la conférence nationale a marché, c'est que le pouvoir était fragile, très fragile. Et que l'opposition était assez préparée. Au Bénin, les gens étaient à l'extérieur, ils étaient assez préparés. Au Cameroun, l'opposition s'est surpris à être une opposition, puisque je me souviens encore de l'équipe nationale de l'opposition de l'époque. Beaucoup étaient des anciens du système passé récent. Donc, ils n'avaient pas encore gagné leur galon. Et ceux qui étaient de véritables opposants lointains venaient à peine de rentrer ou n'étaient même pas encore rentrés d'exil. On n'avait pas encore de prise sur le terrain. Donc, je pense que les rapports de force étaient en faveur du régime en place. Et face à la demande de l'opposition, ils ont mesuré leur force, ils ont pensé que c'était la capacité de pouvoir tenir. Je crois que finalement, puisqu'on voit que le pays est resté calme jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir en place, a choisi la bonne formule. Est-ce que vous diriez malgré tout que ce pays reste stable? Le Cameroun? Oui. Non, aucun pays n'est entièrement stable. On a vu les printemps arabes. C'est la paix.
C'est une quête perpétuelle. Il faut bien que la paix repose sur la justice. Il faut que les gens se sentent à l'aise. Je parlais ailleurs, il n'y a pas longtemps, de la République exemplaire dans une émission particulière. Je disais quelles sont les conditions d'une République exemplaire. La justice sociale, la défense de l'intérêt général, des questions comme l'égalité des chances. Parce que quand on parle de République, il faut qu'il y ait l'égalité. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui, s'ils ne sont pas maîtrisés clairement, je crois, peuvent pousser à ce que nos pays subissent ce qu'on voit ailleurs. Mais je pense que ceux qui gouvernent aujourd'hui au Cameroun ont quand même la maîtrise et savent maintenir l'équilibre jusqu'à présent. Alors certains de vos collègues dans un collectif sur le Cameroun ont rédigé un ouvrage sur l'exception camerounaise, un tout petit peu en 20 ou en une dizaine ou une vingtaine de tableaux, on se souvient. Et un des articles qui figurait dans cet ouvrage coordonné par le professeur Kenyé Fodouab, que vous connaissez très bien, géographe bien connu, insistait sur la manière dont les gouvernants avaient négocié ce tournant en inventant la formule de la tripartite de 1991. Est-ce qu'avec le recul aussi, c'était une technique de domestication de l'opposition ou de négociation de sortie des crises? Toutes ces questions-là, comme celles que j'ai abordées bien avant, c'est une question de rapport de force. Le pouvoir en place n'avait aucun intérêt à se faire harakiri. On a trouvé la formule de la tripartite. Je pense que du point de vue du pouvoir en place, ça a été une bonne façon de négocier l'affaire. Maintenant, on peut regarder autrement et se demander est-ce que cela a pacifié le pays, est-ce que le pays est plus stable, est-ce que... Pour l'instant, je pense avec le recul, que vu du point de vue du pouvoir auquel moi j'appartiens, je crois que je suis de ce pouvoir-là, je crois que ça a été bien négocié. Le chef de l'État disait une fois dans une interview, je crois que pour faire la démocratie, il faut être deux. C'est peut-être une occasion aussi pour que l'opposition sente qu'elle a eu des rendez-vous manqués, comme en 1992. Je veux dire que vouloir tout de suite et maintenant, sans quand même qu'il y ait des préalables, l'opposition aurait été maligne, qu'elle aurait pensé qu'il fallait peut-être d'abord commencer par l'Assemblée, les municipalités. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ni à la mairie, ni dans les mairies, ni à l'Assemblée nationale, où se fait les lois, où on peut bloquer un pouvoir, ils n'y sont. Donc, ils ont peut-être voulu la présidence ou rien du tout. Et la présidence ou rien du tout, ça n'a pas marché au Cameroun. Mais vous savez pertinemment aussi que ces positions de l'opposition sont parfois mises sur le compte d'un système électoral assez souvent critiqué, largement critiqué d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous comprenez les critiques de ces systèmes? Oui. Non, et les critiques sont fondées. Dans tous les cas, le chef de l'État l'a encore dit lui-même qu'il accepte les critiques. Nous sommes dans un pays, il a dit à l'Assemblée nationale l'autre jour, nous acceptons dès lors qu'elles sont constituées, la preuve, il les prend en compte. Chaque fois que les critiques ont été faites, par exemple, on est passé de l'ONEL à l'ECAM, je pense que les critiques sont prises en compte. Mais là encore, se pose la question fondamentale que je dis, celle du rapport de force. Les gens doivent comprendre que la politique, c'est d'abord et un peu ça aussi, les rapports de force. Lorsqu'ils ne sont pas en votre faveur, pourquoi voulez-vous que je vous donne le bâton par lequel vous allez me taper et peut-être me mettre dehors? Donc, peut-être qu'il faudrait que l'opposition réfléchisse au meilleur moyen d'imposer un rapport de force, si elle veut pouvoir imposer une alternance au Cameroun. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, quand le pouvoir donne des choses en entendant, le pouvoir entend ce que l'opinion dit. Et donne en suivant le rythme qui lui permet quand même de garder la main. C'est de bonne guerre, comme on dit en politique. Je pense que c'est de bonne guerre. Alors, on parlait, et on achèvera probablement ce volet sur les conférences nationales souveraines. Fabien Ebousi-Boulaga, autre grosse pointure que vous connaissez, a écrit un ouvrage intitulé « Les conférences nationales en Afrique noire, une affaire à suivre ». Une affaire à suivre, quelle est la lecture que vous en avez faite, vous? Oui, ça veut dire que nous sommes conscients que la démocratisation des années 90 apparaît comme quelque chose d'inachevé. C'est-à-dire que les espoirs placés il y a 20 ans n'ont pas abouti. Je me souviens, dans un article, dans une des revues, un des numéros de cette revue dont vous parliez au début, j'avais écrit il y a presque 20 ans, un article où je disais que les leaders radicaux des oppositions africaines, vu là où ils ont mis la barre, je ne suis pas sûr que 20 ans ou 15 ans après, ils auront atteint le sommet du pouvoir. Je citais les noms de Olympio au Togo, Mbaba Solo au Gabon, Frundi au Cameroun. Voyez vous-même ce qu'ils sont devenus. Au Gabon, on a vu, vers la fin, Mbaba Solo est devenu directeur de campagne du président Bongo. Olympio, aujourd'hui, est au gouvernement du fils Eyadema. Donc, parce qu'effectivement, ils sont partis dans un radical... La politique, ce n'est pas la compromission, mais il faut quand même penser au compromis. Ils sont allés trop dans la radicalité, pensant que le pouvoir était à prendre. Ils n'ont pas mesuré la capacité de résistance des pouvoirs qui étaient en place.
Le résultat est là. 20 ans après, il y a comme un espoir dessus. Je crois que la principale question de la démocratie africaine, 20 ans après, c'est la question de la culture démocratique, de mon point de vue. Elle vous semble chétive, elle est chétive, complexe? Aujourd'hui, encore 20 ans après, il y a un problème réel de culture démocratique. Les gens ne sont pas dans la culture démocratique. Ils ont le parler démocratique, ils ont les postures démocratiques, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas dans la pratique de la démocratie, dans la culture qui permet de comprendre les enjeux, de savoir que si je veux arriver là, voilà le chemin par lequel je dois passer. J'ai l'impression que les gens pensent que parler démocratie, c'est faire la démocratie. Georges Burdeau, un de vos collègues de sciences politiques, a d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de démocratie, mais il y a des démocrates. Ça, c'est clair. Voilà. Vous Donc, partagez? il y a un déficit de démocrates et de républicains. Donc, je crois que la question de la République, lorsque le président en parle, je crois qu'il faudrait que les gens sachent que cette volonté de vivre ensemble, cette res publica, pas de la chose publique, ce sont des choses qui devraient être, sur lesquelles on devait rééduquer les Camerounais, c'est-à-dire que le respect de la chose publique et le sens de l'État, le respect de la chose de l'État, qui a perdu beaucoup de terrain ces dernières années. Je pense donc qu'effectivement, sur les démocrates, je pense qu'on a vraiment besoin de démocrates aujourd'hui et de républicains au vrai sens du terme. Lorsqu'on regarde l'élection présidentielle passée, qu'on voit les candidats qui challengeaient le chef de l'État, est-ce que c'est vraiment l'image de notre pays? Mais ça fait partie de la démocratie et c'est bien ça, la quadrature du cercle. Soit vous laissez la liberté s'exprimer avec ses avatars, soit vous la comprimez et vous n'êtes plus du tout dans la démocratie. Non, c'est clair. C'est une façon de dire qu'il y a des compétences dans ce pays, mais bon, pour des raisons diverses et variées, certainement, elles ne sont pas encore prêtes à s'exprimer. Mais c'est sûr que beaucoup de candidats qu'on a vus ces derniers fois, et même ceux qui étaient des candidats de l'establishment, comme on dit ailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis 2 ou 3 élections, des gens du système, je parle surtout des opposants, on a vu qu'ils ne se sont pas renouvelés. Dans leur thématique, dans leur thématique, dans leur posture, dans le respect du temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui est à la communication. Quand on voit sur d'autres cieux comment quelqu'un est obligé d'aller se faire limer les dents, changer de look, de posture, ici, je ne veux pas citer un candidat que j'ai vu avec ses chemises noires et toujours aussi... Donc, non, il faut se présenter aux gens comme... Il faut donner envie. Porteur d'un rêve. Voilà, il faut faire rêver, il faut donner envie. Le pouvoir, ce n'est pas une chose qu'on ramasse dans la rue. Il faut ceux qui l'ont eu, c'est ceux qui ont montré qu'ils avaient de l'envie. Donc, on avait l'impression que certains y allaient. D'ailleurs, on a vu comment ils y sont allés pour beaucoup. Ils allaient comme si on allait se promener. Non. Et tous ces éléments-là décrédibilisent la politique. Décrédibilisent la politique, mais banalisent aussi la fonction présidentielle. Banalisent aussi les fonctions de ce niveau-là. Parce que quand on voit quelqu'un qui n'a aucun programme, qui avance des choses, il s'amuse, dans un monde où on attend des gens capables pour redresser nos pays, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens ne se rendent même pas compte de l'importance des fonctions comme celle-là et de la capacité et du temps qui nous est compté. Je parlais tout à l'heure du grand frère Bobli qui aimait toujours dire que nous sommes dans un monde de combat. Les Africains n'ont pas compris qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour en politique. Il n'y a que des intérêts. Et par rapport à cela, peut-être que nos hommes politiques, surtout de ceux de l'opposition qui peuvent vendre un espoir, un rêve, n'ont pas encore pris la mesure des grands enjeux. Et j'ai dit qu'en matière de communication, aujourd'hui là, on a vu les 2 derniers présidents qui ont gagné leurs élections présidentielles en y mettant trop de com'. C'est le président Obama, le président Sarkozy. On a vu qu'ils ont mobilisé tout ce que leur époque, leur génération avait de ressources. J'en reste à la dynamique des acteurs. Sauf pour le président en poste. Mais les autres n'ont pas pensé que le vrai débat est aussi dans la communication. Il faut emballer l'image que vous voulez transmettre et faire rêver qu'un ailleurs, ou bien qu'une autre façon de faire est possible, mais ça n'a pas vraiment été. Il y a là un déficit peut-être d'intelligence, peut-être de moyens aussi, comme ça, mais aussi un déficit de moyens. Peut-être de moyens. Oui, mais quand on fait de la politique, il faut avoir des moyens de sa politique. On le dit souvent en langage simple. Les opposants qui ont gagné dans les pays africains, c'est des gens qui sont préparés sérieusement. Je pense au président Ouad. Il a réussi à regrouper pour battre le président Diouf, l'opposition, lui il est libéral, jusqu'à l'extrême gauche. Donc il faut faire un travail de terrain énorme. Le président Ouattara aujourd'hui, malgré l'élection plus ou moins controversée, a quand même des éléments qui pour moi font d'un véritable opposant. La distance, les moyens, avoir ces moyens, les moyens de son indépendance. Et je pense que
beaucoup d'opposants n'ont pas les moyens de leur indépendance, donc facilement achetables. Donc les moyens de l'indépendance. En clair, comment faire de l'opposition et de la démocratie dans un contexte de pénurie, pour reprendre un vocable très cher à un de vos amis, Achille Mbembe? Tout à fait, tout à fait. On a dit dans les ouvrages savants qu'il est difficile de faire la démocratie dans les pays pauvres. C'est un peu ça le problème. Donc la pauvreté n'est pas seulement matérielle, même en imagination. Parce que la politique, c'est aussi comment imaginer un autre possible. C'est même dans la posture. Et je pense que peut-être que, bon, je crois quand même que je suis conscient que dans un monde ouvert comme on est aujourd'hui, les prochaines échéances nous permettront de voir des Camerounais valables, pouvoir challenger et donner envie. Parce que lorsque les gens refusent d'aller voter, c'est parce que d'abord, ils ne voient pas un enjeu, et d'autre part, parce que les gens ne les font pas rêver. Vous voyez que là où les gens sont sortis, c'est parce qu'il y avait un véritable enjeu. En Côte d'Ivoire, on a vu près de 80-90% qui sont sortis parce que 3 poids lourds, au moins, étaient dans la bataille. Si vous avez un poids lourd et des poids légers, bon, les gens prennent leur carte, mais ils ne sont pas très chauds pour aller sortir, pour aller pouvoir se battre. Je crois que ça aussi, c'est à l'observation, puisque là, vous me demandez de parler en tant qu'observateur de la scène internationale. Ce sont des éléments qui doivent pouvoir faire réfléchir ceux qui veulent faire de la politique et veulent pouvoir la faire à un niveau très élevé. On peut y ajouter toutes sortes d'obstructions qui sont parfois dues aux rémanences des partis uniques. C'est clair. Pour ce qui est des systèmes électoraux, par exemple. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Je le dis d'une manière ou d'une autre depuis le début. C'est-à-dire que pourquoi moi j'ai le pouvoir, je me sens bien dans le pouvoir, je ne suis pas menacé, je vais vous donner le bâton pour... Il faut que ceux qui veulent faire de l'opposition se donnent les moyens de leur opposition et s'inscrivent dans la durée. Rien de grand ne se construit sans sacrifice, sans la durée. Et si on pense qu'on va quitter le quartier et tomber au sommet de l'État, personne n'a réussi à le faire. J'en reste à la dynamique des acteurs. Il en est aussi qu'on a connus comme des acteurs qu'on peut considérer des acteurs extérieurs au continent, mais qui ont été crédités d'une redoutable efficacité dans l'impulsion de ces mouvements. Un de ces acteurs, c'est par exemple un pays que vous connaissez bien, c'est la France, avec François Mitterrand et son célèbre discours de la Baule, annonçant les conditionnalités d'appui, d'aide aux États, à la seule exigence que ces États africains alors s'arriment au standard du multipartisme et notamment de la démocratie. L'impression dominante est que finalement le discours de la Baule a été un tournant. Est-ce que c'est votre avis? Oui, ça a été un tournant, mais en même temps, ça me permet de rappeler une chose que j'aime bien souvent rappeler, c'est que nous attendons tout. Nous, Africains, on attend toujours tout de l'extérieur. Le discours de la Baule a été un grand moment, puisque la France est un de nos partenaires, sinon un de nos plus grands partenaires, et en tant qu'Africain. Mais vous savez que le discours de la Baule a été rectifié un an et demi après à Biarritz, où on a dit maintenant que chacun devait pouvoir aller à son rythme. Donc vous voyez, parce qu'ils se sont rendus compte que si on ouvre les vannes, la France a besoin, la France par nature aime fonctionner avec des gens qu'elle connaît plus ou moins. Donc, allait arriver des gens... Elle n'était pas préparée à un renouvellement inattendu, voire intégral. Et qu'elle ne pouvait peut-être pas contrôler. Parce que je me souviens de tous les débats qu'il y avait dans les années 90. Nous étions encore en France, mais on était très au fait de l'actualité africaine. Où dès qu'on voyait un opposant arriver, on se demandait, mais celui-là, il n'est ni au Lions Club, ni au Rotary. Parce qu'on a besoin quand même de savoir où sont vos repères, où sont les endroits où on peut vous rencontrer pour causer. Mais si vous sortez de nulle part et vous arrivez... La politique, c'est comme une espèce de club fermé, où on a quand même besoin d'avoir des références, des gens qui vous côtoient. C'est comme une espèce de club select. Quand vous êtes un nouvel arrivant, on essaie de vous jauger. On a vu des nouveaux candidats qui sont arrivés à la présidentielle. Moi, en tant qu'observateur, je sais qu'il y a des gens que je suis sûr que je reverrai dans 7 ans. Parce que ceux-là ne sont pas venus, ils sont venus témoigner cette fois-ci. Ils vont revenir la prochaine fois. J'ai vu des jeunes. Plus armés. Plus armés. Plus aguerris. Ils ont voulu qu'on les connaisse. D'autres ont fait de la figuration, ils vont disparaître. Donc c'est un peu ça. Alors j'aimerais qu'on marque l'unique pause de cette édition et que nous revenions dans les très petites secondes qui suivent. À tout de suite. Emmanuel Wognou, j'en reste à la France, ou sur la France si on peut dire. Pourquoi, dans les dynamiques qu'on évoque, Paris est apparu à un moment donné comme le centre d'impulsion de certaines évolutions survenues sur le continent africain? Ça a été le cas dans les années 90-2000. Ça l'est de moins en moins aujourd'hui, en 2010.
la France n'est plus le seul acteur sur la scène internationale qui s'intéresse à l'Afrique. Vous savez que pendant cette période où nous parlions de la revue qui est née, l'Afrique était marginalisée, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et je crois que la Chine, l'arrivée des BRIC et autres pays émergents sur la scène africaine a revalorisé de manière stratégique l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est un enjeu essentiel. C'est un pays, ce sont des pays que l'on convoite, mais ça c'est grâce à l'arrivée de la concurrence. Donc la France a de la concurrence aujourd'hui. D'ailleurs, elle se réajuste. Lorsqu'elle fait le CD2 et autres, ce sont des éléments. C'est-à-dire le contrat désendettement développement, qui est une des composantes, cette fois-là bilatérale, de la remise de la dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Voilà, elle a un challenge, elle a un challenger de taille qui est la Chine, qui fait d'une coopération visible. Et on va arriver sur la Chine. Alors, on a entendu dire à un moment donné, l'époque où Paris faisait et défaisait les chefs d'État en Afrique est longtemps révolue, selon la formule, les clauses diplomatiques les plus officielles. Mais on a bien vu et remarqué, pour en revenir à la question de tout à l'heure, qu'il ne s'agissait que de clauses purement rhétoriques. On l'a vu avec le cas ivoirien. On a vu, on a noté le soutien de Nicolas Sarkozy à Ouattara face au régime Laurent Gbagbo qui a été démantelé par la puissance de la France, couverte de l'onction de l'ONU, naturellement, et d'autres puissances. On l'a vu également au Gabon. On a vu au Gabon Robert Bourgi, que vous connaissez sûrement, héritier de Jacques Foccart, annoncer, claironner, urbi et orbi, que la France avait pour candidat le fils Bongo, et avant même que les autorités françaises ne tentent de démentir cela. Comment comprend-on ces survivances, ces époques où la France à la fois dit ne pas faire et défaire les chefs d'État, mais s'engage parfois au nom de ce qu'on appelle l'idéal démocratique? Je pense que il y a un très bel ouvrage de Pierre Messmer qui... les Français s'en vont. Je crois que c'est ça le titre de l'ouvrage, je me rappelle bien. Il y a un vrai problème pour l'Afrique, les Africains qui se plaignent de trop de France, très peu de France. La France était très présente, elle est même toujours présente dans nos affaires, mais elle était très visible en première ligne pendant ces dernières années. Aujourd'hui, elle n'est plus visible. Dans les cas dont vous parlez, le cas du Gabon, de la Côte d'Ivoire, elle n'était pas seule sur le terrain. Elle trouve d'autres... Elle était au devant de la scène. Voilà, elle est au devant de la scène, elle trouve d'autres partenaires qui l'accompagnent pour effectivement mener des choses qui la concernent. Puisque dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, la France a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire, la France a beaucoup d'intérêt au Gabon. En fait, la France reste présente dans les pays francophones d'Afrique. Elle reste très présente. On ne peut pas dire qu'elle est absente. Mais comme je l'ai dit, elle n'est plus seule. Bon, ceux qui ont pensé qu'elle était partie, pourquoi partirait-elle? Nos chefs d'État ne demandent pas que la France s'en aille. La France non plus n'a pas envie de partir. Mais la France n'est plus aussi présente de manière visible en Afrique comme elle était il y a des années parce qu'elle a des batailles en Europe, elle a des batailles dans le monde. Et il y a une théorie qui est apparue il y a quelques années d'une Afrique utile. Dès lors que le précaré n'est plus le précaré et que l'Afrique est ouverte, l'Afrique francophone, lusophone et autres, la France va vers des pays où elle a plein d'intérêts. C'est pour ça qu'on parle d'Afrique utile. Il y aurait donc des pays qui seraient utiles parce qu'ils ont des positions géostratégiques, parce qu'elles ont, ce pays ont des matières premières, et d'autres pays qui n'ont pas tout cela, qui pourraient se limiter désormais à des dons, à des aides ponctuelles. Donc je crois que la France s'est adaptée au nouveau monde globalisé, qui fait que le monde est ouvert aujourd'hui, et donc elle ne peut plus être seule. D'ailleurs, vous voyez qu'elle agit toujours en embuscade. Que ce soit en Côte d'Ivoire, vous avez vu que c'est d'abord la CEDEAO qui a renié Gbagbo, après l'Union africaine. Mais on sait exactement que c'est un montage institutionnel à visage diplomatique. Ça correspond aussi au fait que la France tient en compte le point de vue de l'opinion africaine. Elle se rend bien compte qu'elle n'a pas intérêt à faire qu'il y ait de l'anti-francisme de base dans nos opinions. Donc, elle n'apparaît pas en première ligne comme elle apparaissait au temps de Foccart. La France apparaissait clairement. On parlait des feux verts, des feux oranges, c'est-à-dire quand la France n'est pas contente d'un système, l'histoire le montre. Il y a des ouvrages sérieux qui le montrent. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, elle agit masquée. Et dans tous les cas, elle agit pour défendre ses intérêts. Le monde est dominé par les intérêts. Ils ont beaucoup d'intérêts, ils n'ont pas besoin de laisser. Il faudrait que nous ouvrions les yeux, que nous disions clairement. C'est pour ça que pendant de très nombreuses années, les Africains, quand on entendait les Français disent « j'aime l'Afrique », il faut interroger ces concepts. C'est quand la Chine aussi arrive et dit « j'aime l'Afrique ». Donc on fait gagnant-gagnant.
gagnant-gagnant entre un pays qui a 1 milliard 300 millions d'habitants et un pays qui a peut-être 1 million d'habitants. Il faut qu'on se pose des questions. En fait, il faut que nous arrêtions de voir la politique comme la religion. La politique n'est pas une question d'amour, c'est une question d'intérêt. Et les pays qui ont leurs intérêts sur nous ne se laisseront pas faire. En tous les cas, ils tiendront à observer ce qui se passe dans notre pays. Nous disions à l'époque qu'il faudrait que l'on considère que s'il y a 54 États à l'Union africaine, il faudrait ajouter un 55e qui serait les partenaires étrangers, qui sont présents dans tout ce que nous faisons. Tant que nous ne sommes pas unis, capables de nous opposer à ces pays-là, que nous sommes divisés, balkanisés comme nous sommes, ces pays qui ont leurs intérêts chez nous auront toujours un droit de regard de plus en plus fort par rapport à nos affaires. On évoquait Robert Bourgi, on évoquait aussi Jacques Foccart tout à l'heure. Nous sommes en plein dans ce qu'on a appelé pendant longtemps la France-Afrique. C'est entre-là de relations plus ou moins mafieuses, profitant à des individus plutôt qu'aux États. Assez souvent, Nicolas Sarkozy, en 2007, s'est présenté comme le chantre de la rupture, en tout cas d'une certaine rupture par rapport à cette époque, avant d'être rattrapé par un certain nombre de dossiers qui lui ont collé à la peau. Est-ce qu'il s'était prononcé trop vite en territoire inconnu? Oui, si on veut être cynique, on pourrait dire aussi qu'il était en campagne. Quand on est en campagne, on est capable de vendre notre possible. Mais lorsqu'on est au fait des réalités, on se rend compte... Vous savez, Mitterrand disait à la fin de son... Mitterrand, qui avait écrit le coup d'État permanent, avait combattu De Gaulle, critiquant avec des mots très violents. C'est un ouvrage que je conseille à beaucoup d'Africains qui aiment la politique. De Gaulle, qui a bâti cette Afrique que nous avons aujourd'hui. Mitterrand, à la fin de son mandat à Biarritz, son testament africain, il a dit l'Afrique, non, la France sans l'Afrique n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Donc lui qui a combattu ce système de France-Afrique, à la fin de son mandat, après 14 ans de mandat, lui, homme de gauche, s'est rendu compte qu'en fait, si l'Afrique veut compter dans les affaires du monde, la France, elle a besoin d'avoir ses partenaires africains. Donc, c'est pour dire que le président Sarkozy aussi, au pouvoir, s'est rendu compte qu'on a besoin, parce que, parler de Bourgi, depuis tout à l'heure, Bourgi était au nid avant l'arrivée, à l'arrivée du président Sarkozy, mais Bourgi a été décoré aussitôt de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Et il n'a qu'à lire le livre Sarko l'Africain pour mieux comprendre cela. Donc c'est pour dire que ce sont des choses, en fait, il y a une permanence, il y a comme une continuité dans la politique française de l'Afrique avec quelques variantes. On a vu la France et l'Afrique dans leur rapport, dans un régime de droite, dans un régime de cohabitation, dans un régime de gauche. Et quand on regarde au bilan, on a l'impression que c'est presque la même chose. C'est-à-dire en fait que la France-Afrique n'est ni une affaire de système politique, ni une affaire de famille politique, gauche-droite, ni encore moins, peut-être probablement une question de génération de dirigeants. Mitterrand, ça n'est pas, je préfère, pas Sarkozy. Je préfère les rapports France-Afrique. Je ne parle pas de France-Afrique, mais la France-Afrique, en un seul mot, existe aussi, elle existe, elle est de moins en moins puissante qu'elle ne l'était à une époque. Moi, je parle là des rapports entre l'État français et les pays africains, et je me dis que quand nous observons sur les 50 dernières années, c'est d'ailleurs un des ouvrages que je suis en train d'écrire pour changer de grade, sur les 50 ans de cette coopération, c'est là que moi j'ai fait ma thèse. J'ai fait ma thèse de doctorat sur ces questions de la relation France-Afrique, et je pense que tous les documents que j'ai pu glaner, je pense qu'il est temps. Beaucoup de gens m'ont encouragé qu'il fallait que j'écrive ma thèse, en fait mon livre là-dessus, et je suis en train de le faire, sur les 50 ans. Vous verrez qu'il y a comme une permanence. On a vu un régime de gauche, un régime de droite, on a vu un régime de cohabitation où droite et gauche sont présents. C'est presque les mêmes choses. Et l'événement qu'on a eu récemment, il n'y a pas longtemps, avec le ministre de la Coopération, Jean-Marie Bockel, voilà, qui pensait enterrer la France-Afrique. Qui avait annoncé l'acte de décès. L'acte de décès de la France-Afrique. On a vu qu'il s'est rendu compte que la France-Afrique... Il avait heurté Omar Bongo Ndimba de son vivant, lequel s'en était ouvert à Sarkozy. Il avait heurté beaucoup trop d'intérêts. Je crois que les gens devraient mesurer le poids des intérêts qu'il y a entre la France et l'Afrique. Et beaucoup de gens, je crois, n'ont pas encore mesuré à peu près. Vous savez, quand on est indépendant en 60, nous signons des accords de coopération. Beaucoup de ces accords de coopération sont encore en vigueur. Donc, nous sommes des États de droit aujourd'hui. On respecte les accords de coopération. Peut-être un jour, on les dénoncera. Donc, tant que ces accords sont là, tant qu'on est dans un monde ouvert, on a des partenaires, on pensait à l'époque qu'il fallait diversifier les partenaires pour que nous soyons plus en face à face avec l'État français, pour ceux qui n'aiment pas. Moi, je n'ai pas de problème particulier par rapport à ça. Mais aujourd'hui, le monde est ouvert à la diversification, mais nous nous rendons compte que le partenaire français reste quand même très présent
Vous parlez d'ouverture à la diversification. Vous avez parlé aussi des BRICS tout à l'heure, c'est-à-dire le bloc composé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, bref, les puissances émergentes. Et en bonne place, la Chine, réputée si concrète, si généreuse et si peu regardante sur les questions de droits de l'homme et de démocratie. Ce sont des atouts? J'ai coutume de dire que la Chine d'aujourd'hui n'est plus la Chine, le grand frère du tiers-monde d'hier. Il faut que nous arrêtions de penser que la Chine, qui est aujourd'hui dans nos pays, est une Chine tiers-mondiste d'il y a longtemps, qui était notre grand frère du tiers-monde. La Chine d'aujourd'hui est une puissance, est une puissance en émergence. Donc, elle a des comportements de puissance, la recherche des marchés, des positionnements et tout le reste. Donc, les matières premières. Voilà, dès qu'on a mis ça en tête, on comprend que c'est un partenaire comme un autre. Vous savez que le partenaire chinois, ce qu'il a de plus et qui a un peu ringardisé des coopérations classiques qui existaient, c'est que la Chine aime avoir des coopérations visibles. Donc, quand elle construit des stades, suffit de regarder quand elle construit des éléments, c'est pour que cela soit très visible, que l'on voit. Et finalement, on a l'impression que les autres n'ont rien fait. Elle a ringardisé les coopérations classiques, mais il n'en demeure pas moins que la Chine a des comportements de puissance. Donc, traitons-la comme une puissance qui vient faire des affaires avec nous. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être que l'Afrique aussi apprenne à défendre ses intérêts. Quand on va négocier un contrat, je crois qu'on a ouvert beaucoup de... Est-ce qu'on négocie en position de faiblesse? Vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais apprenons donc à être ensemble pour négocier. Les pays d'Amérique latine l'ont démontré à une époque. Les pays d'Amérique latine se mettaient à 5 ou 6 pour acheter des avions. Ils savent qu'il y a 2 concurrents pour les avions Boeing et Airbus. Ils ont réussi, j'ai vu un reportage là-dessus, ils ont réussi à faire baisser les avions de 50%. Ils achètent au moins une cinquantaine d'avions et ils font la concurrence entre les 2 partenaires qui sont Boeing et Airbus. Comme ils sont nombreux, ils veulent beaucoup d'avions. On baisse. Donc nous aussi apprenons à nous coaliser quand on défend un intérêt particulier. Tant qu'on n'est pas comme ça, c'est trop facile quand on entend nos populations dire que l'enfer c'est les autres, c'est l'Occident qui nous empêche, c'est qui mène nos chefs d'État. C'est trop facile. Devons-nous continuer à pleurer 50 ans après? Voyons comment les autres ont fait. Et les pays émergents sont pour nous un moyen de voir comment ceux qui étaient comme nous il y a 50 ans, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. On a l'horizon 2035 pour ce qui est du Cameroun pour être émergent. C'est rassurant? Oui, je crois que si les conditions qui sont prévues dans les textes qui parlent de 2035 sont respectées, je crois qu'on y ajoute d'autres éléments, c'est-à-dire qu'il faut que les gens vraiment y adhèrent, il faut qu'on y intègre la diaspora, parce que moi je crois beaucoup qu'on a beaucoup d'éléments, les mieux formés sont à l'étranger. Pas qu'ils sont mieux diplômés, mais c'est qu'ils ont une plus grande ouverture, vivant dans la société ouverte. On ne peut pas émerger en les écartant, et je suis content, ayant défendu cette position-là pendant très longtemps, de voir d'ailleurs que la position officielle du Cameroun, c'est celle-là. Le président de la République l'a rappelé à l'Assemblée nationale, appelant individuellement les Camerounais les mieux formés à revenir au pays. Parce que si on veut émerger, on a besoin de tous nos enfants, là où ils sont. On a besoin de créer des passerelles entre nous et eux, parce que tout le monde ne rentrera pas. On a besoin de pouvoir leur montrer qu'on leur a ouvert les bras, créer des structures qui les accueillent pour qu'ils puissent investir là où ils sont dans leur pays. Je pense que l'émergence est au prix de l'ouverture. Il faut qu'il y ait des façons de faire qui changent, qu'il y ait des gens qui soient ouverts à la modernité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qu'on ne soit plus fermé, qu'on n'ait plus peur. Le président a osé dire, oser innover, disant à la jeunesse. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens aient de l'audace aujourd'hui. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de frilosité par rapport aux grands enjeux. Une affaire de mentalité. Alors le Cameroun, on parlait de la reformulation des termes de référence de cette coopération entre l'Afrique et certains bailleurs de fonds, certains pays amis. Le Cameroun est à plus d'un titre emblématique de ces évolutions-là. Est-ce que les relations Paris-Yaoundé de 2011 échappent aux effets de génération et aux préoccupations géostratégiques? Non, elles sont alignées sur ces questions-là. Je pense que quand on voit comment Paris se comportait dans la question des pays arabes, les printemps arabes, ça devrait être un signal pour nos pays. Savoir que d'ailleurs, j'ai l'impression que de temps en temps même, il y a comme une coalition américano-française pour défendre un certain nombre de points de vue sur l'évolution du monde, puisque les 2 présidents sont de la même génération. Donc, pour parler de génération, il y a cet aspect des choses à mener. Mais il y a aussi que, moi par rapport à ces questions-là, je dis toujours que on a toujours vu les rapports nord-sud du point de vue du nord. Il faut que les acteurs du sud, aussi nos pays, que les gens puissent anticiper en regardant. Il faut lire le monde tel qu'il est, tel qu'il va.
que d'imaginer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est peut-être ça qui nous manque. Donc je veux dire que, observons que les deux présidents qui sont en pointe dans les combats qu'on voit dans le monde sont des présidents de la génération de 50 ans. On peut avoir des gens de tout âge dans nos pays, mais il faut peut-être rendre visible cette génération-là aussi pour pouvoir apporter leur plus. Parce que je crois que quand vous avez été formé en Occident, il y en a plein qui sont rentrés ici, vous avez une autre façon de voir. Et je crois qu'il est important que le président l'a annoncé, qu'il paiera plus de place aux jeunes et aux femmes. Je pense que ce sont des éléments qui permettront que peut-être que les gens puissent lire le monde et pouvoir anticiper pour si on a vraiment l'intention de faire de notre pays un pays émergent en 2035. Repère pertinent aussi de cet axe Yaoundé-Paris, cette lettre de félicitations adressée par le président Nicolas Sarkozy au président Biya, avec deux parties principales, les félicitations classiques, mais surtout ces attentes expressément exprimées sur la modernisation de l'appareil du système électoral, par exemple, expressément formulées aussi sur la mise en œuvre des institutions prévues par la Constitution de 1996. C'est nouveau? En d'autres temps, on aurait parlé d'ingérence. Moi, je reviens sur la parole la plus privilégiée, celle du chef de l'État, à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est aussi une façon de répondre à cela. Nous sommes ouverts à la critique, a-t-il dit. Nous sommes, en fait, je paraphrase, il a dit que nous sommes ouverts à tout cela. Nous prendrons en compte ces éléments, mais qu'on nous respecte. C'est un peu cela, si je peux résumer. Donc, on respecte notre souveraineté, notre façon de faire, notre démarche, notre entrée dans la modernité. Nous sommes prêts à entrer dans la modernité. Nous y sommes, mais en d'autres temps, ça aurait fait une levée de boucliers parce que c'est vrai que cette lettre a été interprétée de mille manières. Je crois que la voie la plus autorisée à temporiser en disant nous sommes ouverts. Ce sont des choses qu'il a dites pendant la campagne qui vont se faire. Et c'est vrai que nous ne voulons pas nous laisser dicter notre rythme. Chaque pays doit pouvoir aller à son rythme, parce que dans tous les cas, ceux qui nous donnent des leçons ont aussi des problèmes aujourd'hui. C'est un relativisme tout à fait. Très commode. On le voit en direct. Commode, on le voit en direct. Il n'est pas commode, mais ça nous permet de voir que les donneurs de leçons ont aussi des problèmes aujourd'hui. Donc je crois que, en fait, ce qui est bien dans ce monde globalisé, dans ce monde hyper médiatisé, c'est que toutes les grandes théories d'hier, on voit la réalité en face. Nous ne sommes pas différents au nord comme au sud. Qu'on parle de corruption, qu'on parle de ceci ou de cela, sauf qu'il y a quelques éléments de plus que les autres ont. Peut-être qu'il y a des moyens, il y a l'impunité qui existe, et même, je ne veux pas citer pour ne pas déranger, mais il y a pas mal d'éléments qui montrent que nous sommes tous, dont chacun doit pouvoir respecter le rythme de l'autre parce qu'il ne connaît pas nos spécificités. Sur ce point-là, en d'autres temps, on aurait crié à l'ingérence, mais ce ne serait qu'une ingérence de plus. On est habitué quand on est des pays du Sud. Restons donc au Cameroun, pays neutre, pays où, dit-on, le football a plus contribué au rayonnement de notre nation que la diplomatie classique. Est-ce que ceux qui avancent cette hypothèse se trompent? Non, le football a, à côté de la diplomatie classique, apporté des éléments positifs au Cameroun. Dans tous les cas, je recite la voie autorisée parce que le chef de l'État a montré les lions indomptables à un moment donné un exemple. Ça veut dire que c'était un des ambassadeurs, ça reste un des ambassadeurs de notre pays à l'étranger. Puisque les victoires, je me souviens, peut-être pas un auteur à citer, mais c'était un article qui m'avait beaucoup amusé dans la revue que j'ai dirigée. Un article de Célestin Monga qui disait « Roger Mila est-il le plus grand intellectuel de la décennie ?» À l'époque où Roger Mila venait de faire des miracles en 90 à la Coupe du Monde, il trouvait que ce que Mila a fait est plus que tous les discours, tous les voyages officiels et tout le reste. C'est un point de vue. Donc c'est à cette dimension-là, et on le voit. Moi j'étais en Colombie, j'étais en Inde avec les équipes camerounaises, vu ma pension d'aujourd'hui. Tout ce qu'on nous demande, est-ce que Mila viendra? Donc on ne connaît pas, ça veut dire que même en Inde, même en Colombie, aussi loin. Donc ça a joué un rôle, ça continue à jouer un rôle. Maintenant, la vie est cyclique. Il faut aussi que les Camerounais sachent que pendant que nous on gagnait, d'autres attendaient aussi de gagner, ils sont préparés. La roue tourne. Peut-être que la roue ne tourne plus pour nous. Est-ce que ça exonère le système camerounais de la manière dont il gère ce football? Ça n'exonère pas l'amateurisme. J'ai lu un papier l'autre jour, je crois que de tous les commentaires hideux qu'on a fait sur le ministère, parce que le ministère fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'il n'y a pas que le football. Quand on voit en termes de médailles, en termes de travail qu'on a pu faire dans ce ministère depuis quelque temps, depuis le temps où moi je suis là, et bien avant avec les gens qui sont là, moi j'ai observé qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, mais le football vient toujours plomber tous les efforts qui sont faits par tous les ministres des Sports, il faut le dire. Peut-être qu'il faut trouver, certains ont même imaginé, peut-être qu'il faut déloger le sport du ministère des Sports, en fait le football je vais dire. Donc c'est pour dire que
Il n'y a pas que ça, mais j'ai donc lu un papier où quelqu'un disait que le football, les professionnels sont gérés par des amateurs. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le football, avec des professionnels de haut vol que nous avons, est-il géré par des amateurs? Vraie question sur laquelle peut-être, à défaut d'y répondre, je crois que c'est un papier qui m'a interpellé en tant qu'acteur de ce jeu-là. Alors, on a bien vu que les contre-performances athlétiques de ce football ainsi que les mœurs en vigueur dans une forme de dégénérescence tendent à s'affirmer et à devenir des facteurs de discrédit finalement. Qu'est-ce qui peut expliquer cette déchéance, d'après vous? Le Camerounais n'aime pas la défaite. Le Camerounais est habitué à la victoire. C'est un peuple de gagneurs, de vainqueurs. Il n'y a qu'à voir dans le monde. En Afrique, moi, une fois, je faisais le tour avec un ami qui est un citoyen du monde. Regardez, aller à Paris, sur la place de Paris, les plus grands communicateurs sont camerounais. Les plus grands journalistes, ce sont des Camerounais qui émergent partout. Partout où il y a des Africains qui émergent, on y trouve des Camerounais. Donc, nous avons l'habitude d'être un peu plus conquérants. Lorsque nous sommes plus conquérants et qu'on a l'impression que c'est peut-être parce qu'on n'a pas été bien préparé, donc les gens jettent le tort sur les uns et les autres. Donc peut-être que c'est cette culture de la gagne qui intègre aussi le fait qu'on peut ne pas gagner. Ce n'est qu'un sport. En tout cas, le football, ce n'est qu'un sport. Mais j'ai l'impression que ça a pris une dimension tellement forte qu'une défaite de football peut mettre tout un pays à mal. Mais il faut aussi ramener les choses à leur dimension. Le football, c'est un sport, mais c'est aussi un grand malade. Oui. Tout le monde est conscient qu'il est malade. Vous en avez maintenant, il faudrait trouver le bon diagnostic. Nous sommes en train de trouver le bon diagnostic. De tout ce qui a été dit ces derniers temps, moi je suis un grand observateur des médias, j'ai écouté tout. Je crois que ceux qui sont en charge de décider trouveront des solutions, puisque nous sommes dans une phase importante de notre pays en ce moment. Mais je crois que le football est un grand malade. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que de tout ce que moi j'ai lu, j'ai retenu un élément qui me permet de réfléchir, c'est de savoir est-ce que le football, avec des professionnels, avec une équipe qui a une histoire respectable dans le monde, est-il géré par des amateurs? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser, à partir de laquelle on peut bâtir un véritable diagnostic, si on veut réussir. Ce n'est pas une question d'homme, de personne, mais c'est une question profonde qui parle de tout l'environnement, tout le système autour du football. Alors, au sortir de ce qui fut la déculottée de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les plus hautes autorités, en tout cas les autorités gouvernementales, ont livré leur diagnostic. On parlait tour à tour des l'ego surdimensionné de certains joueurs qui avaient du mal à s'accommoder de l'éclosion de certains talents. On parlait des pratiques irrationnelles, etc., etc. Le capitaine de cette équipe, les Lions Indomptables, Samuel Eto'o, s'était fendu d'une déclaration annonçant à la presse qu'il avait, lui, rédigé un rapport adressé aux instances compétentes. À défaut de vous demander ce que recelait ce rapport, est-ce que vous avez l'impression que les problèmes soulevés par la hiérarchie ministérielle recoupaient ceux soulevés par les joueurs? Ils sont presque les mêmes. Les problèmes sont connus. Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut peut-être que le bon diagnostic soit fait définitivement sur cette question-là, parce qu'il y a des générations qui arrivent dans cette équipe qui donnent beaucoup d'espoir. Mais il y a encore beaucoup de problèmes. Peut-être on entend beaucoup l'opinion de dire que les événements d'Afrique du Sud n'ont pas été soldés. Peut-être qu'il faudrait solder, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je n'étais pas là avant, mais dans tous les cas, je suis comptable de cela. Mais je me rends compte, je dis qu'il est... Ce moment-ci qu'on vient de vivre est un grand moment qui permettra de... J'espère qu'il permettra de crever définitivement l'abcès pour qu'on renaisse vraiment. Parce que les jeunes qui sont dans l'équipe veulent réussir. Le Cameroun a besoin de ces victoires. En tous les cas, de revoir cet ambassadeur de football être à la traîne. Je pense que je suis sûr que le chef de l'État prendra les mesures qu'il faudra pour que ces choses rentrent en ordre, parce que le football aussi, ça participe de l'image du Cameroun. On le voit, parce que si on a fait un terrain comble en Algérie, ça veut dire que les gens sont encore en train de vouloir venir voir cette équipe-là. Ce n'est pas pour rien. Si on n'était pas une si grande équipe. Il s'agit d'un capital, un patrimoine à ne pas dilapider. Pas du tout. En tous les cas, et j'ai l'impression, c'est un peu un des constats que j'ai dû faire, que même ceux qui ont ce capital en main n'ont pas mesuré la portée du capital qu'ils ont. Parce que je me souviens, quand je suis arrivé dans ce ministère, certains devaient se demander qu'est-ce qu'un universitaire international vient faire là. Il y a un rapport réel entre la politique, entre les relations internationales, dans l'image d'un pays à l'extérieur et le football. Et moi, je suis comme tous les Camerounais, fan de football, j'aime le sport. Je ne suis pas un inapte à la chose, je connais parce que je lis. Donc, et je me rends compte qu'il y a un véritable problème, et peut-être que
tout ce qu'on a vu là autour permet enfin qu'on ouvre le débat et que j'espère que ceux qui auront la capacité de mener ce débat au sommet le mènent vraiment, qu'on creve l'abcès une fois et qu'on renouvelle, parce que c'est un patrimoine extraordinaire pour beaucoup de pays, le football aujourd'hui. Alors, il y a des points qui animent encore le débat. Il y a la configuration du staff technique des Lions Indomptables. Il y a le profil des membres de ce staff technique. Il y a l'amateurisme de certaines structures. Il y a les relations FECAFOOT-MINSEP. Il y a des relations même joueurs FECAFOOT, MINSEP. Nul doute que vous allez mettre dans les grilles que vous allez mobiliser pour continuer à réfléchir sur ce sujet. Mais en 2011, est-ce que 2013 et 2014 sont pour vous 2 années, 2 rendez-vous ou 2 destins? 2013-2014 se prépare aujourd'hui. Tout ce que vous citez là, de mon point de vue, ça apparaît comme des épiphénomènes. Excusez-moi pour le mot, peut-être que le mot est fort. Je veux dire que les relations, ceci, les points ponctuels, il y a des problèmes réels. Et j'aurais dit que je pense que peut-être que le moment est venu, puisque quand on écoute les gens parler, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit les joueurs faire cette fronde à ce niveau et être coalisés. Parce que les joueurs sont coalisés. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'ascension des joueurs, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut? Et je crois que les diagnostics sont déjà faits. Donc, ça permettra que, si la question est regardée en profondeur, ça nous amènera à préparer 2013 et 2014 qui sont à notre portée. Quand on voit les gens qui vont jouer, les équipes qui vont jouer contre nous, c'est à notre portée. Mais si on esquive la question une fois de plus, j'ai bien peur qu'en 2013-2014, ces questions continuent. Il faut bien profiter de l'occasion qui est faite pour que la lumière soit définitivement faite et que les torts soient partagés et qu'on reparte d'une manière sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Alors, au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. Vous connaissez sans doute Tout à fait. cette voie? Oui, c'est le chef de l'État qui le dit. En tous les cas, cela est vrai. Et vous comprenez que dans l'imagerie populaire, on s'offusque de la prégnance du football? Peut-être que le ministère n'a pas assez communiqué pour montrer que ces sports dits mineurs sont des sports dans lesquels aujourd'hui on gagne. Quand le volley gagne, quand le judoka gagne. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Quand mais parfois, ils y vont dans des conditions quand nos filles gagnent en football. Donc, je veux dire que je me souviens quand j'ai fait mon premier bilan comme secrétaire général au ministère, lors des vœux au chef du département ministériel, je rappelais toutes nos victoires. Elles étaient immenses. Et lui-même était surpris de voir qu'on a autant de victoires. Mais le football, quel que soit ce que l'on fait dans ce ministère, le football, peut-être qu'il faudra faire une pédagogie pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas que le football. Peut-être qu'il faudrait trouver un moyen d'équilibrer. Pendant un temps au Sénégal, c'était aussi le basket. Aujourd'hui, c'est le football. Donc, on peut trouver un moyen pour que les autres sports aussi soient... Parce que c'est le ministère des sports. Ce n'est pas le ministère du football. Emmanuel Wonyou, merci de vous être arraché à vos multiples occupations pour répondre à notre sollicitation qui commençait à courir. Et merci de nous réserver, comment dirais-je, cette manière de primeur, voire de privilège, de venir parler ainsi publiquement. Vous avez un prénom, Emmanuel. Oui. Vous portez un nom. Oui. Vous avez un père qui s'appelait Eugène Wonyou, un politique de très grande classe. Il a été à l'UPC, ministre dans un gouvernement idiot pendant 33 jours seulement. Est-ce à qui vous avez consacré un ouvrage en forme d'hommage sur sa vision culturelle de son ère d'origine? Est-ce que vous êtes sûr de vous être fait un prénom entre-temps? Ah, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre tout seul. Mais je suis comptable, je suis quelqu'un qui est fier de porter le nom que je porte parce que ce nom, à travers l'éducation reçue par mes parents, j'ai reçu des valeurs que je transmets aussi à mes enfants. Donc je suis fier du patrimoine de l'éducation reçue par mes parents. C'est pour ça que j'ai fait cet ouvrage lors des 10 ans de la mort de mon père pour lui rendre hommage, l'œuvre culturelle, parce que ce n'était pas seulement un homme politique, c'était un homme qui a écrit l'histoire des Bassa, le peuple Bassa. Et je voulais à travers cela lui rendre hommage pour son œuvre culturelle. Le politique, c'est discutable, comme toujours. C'était un politique d'un autre bord qui n'était pas le mien. Moi, je n'ai jamais pris une autre carte de parti que celle du RDPC. Et puisqu'on parle d'ouvrage... Mais j'ai respecté son parcours et son combat et les valeurs patriotiques
qu'il nous a transmis. Alors, puisqu'on parle d'ouvrage, je dois signaler votre contribution dans cet ouvrage coordonné par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, « Repenser le développement à partir de l'Afrique ». Vous y avez travaillé notamment sur une thématique qui vous est chère, qui travaille sur le côté endogène, la puissance endogène de ce qui arrive, de ce que nous pourrions faire. Je dois rappeler également que j'ai retrouvé le tout premier numéro de votre revue Afrique 2000, la revue africaine de politique internationale, qui est toujours bonne à lire puisqu'on y retrouve quelques éléments de base. Et puisque vous êtes internationaliste, je vous ai réservé pour un cadeau, à moins que vous ne l'ayez déjà vu, cet ouvrage paru sous la direction du professeur Alphonse Tonien, Barack Obama, un homme, un peuple, un destin, enjeux politiques et stratégiques. Je vous l'offre et je vous en souhaite une excellente lecture. Merci, vous avez la chance, je n'ai pas encore lu. Donc je ne l'avais pas encore vu non plus, donc c'est bon. Votre cadeau me permet. Dans tous les cas, je suis une personne qui aime beaucoup lire, donc vous devez certainement l'imaginer. Donc c'est sûr que je vais pouvoir le lire parce que c'est le deuxième ouvrage sur Barack Obama que les Camerounais ont écrit. Après celui du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Merci en tout cas, merci à vous aussi qui nous regardez de l'autre côté. Merci de votre bien aimable attention. Rendez-vous dans les délais que vous connaissez. D'ici là, je vous souhaite de passer le meilleur sur votre chaîne et je vous retrouve avec un enthousiasme toujours aussi renouvelé. D'ici là, au revoir. Merci.